Écoutez, bonjour à tous. Avant de laisser la place à nos invités, je vais introduire très rapidement et rappeler les petites règles. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré au numérique responsable. Alors, les petites règles du jeu, c'est qu'on a une séquence de 45 minutes pour nos intervenants et on se laisse 10-15 minutes pour répondre à des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et voilà, et pourquoi pas aussi être en échange direct sur la fin. La séquence est enregistrée pour permettre le replay et du coup, on a coupé vos caméras et vos micros voilà, pour cette séquence de présentation. Alors, je remercie déjà nos invités d'être là, d'avoir bien voulu répondre à nos sollicitations. On accueille aujourd'hui donc Nathalie Lange, qui est experte du sujet, qui va nous offrir quelques repères et nous faire part de ses expériences, de son retour d'expérience, parce que Nathalie, vous accompagnez de nombreuses entreprises sur le sujet. Et puis Adèle Poujol, bienvenue également de l'agence Lucie, et Adèle va surtout ouvrir les perspectives sur le sujet pour la suite et nous annoncer peut-être une deuxième séquence. Voilà, mais écoutez, je vous laisse la parole et merci encore à vous deux. Merci Elodie, bonjour à tout le monde, ravie d'être là. Bonjour à tous et puis ravie de pouvoir vous parler de numérique responsable aujourd'hui. Pour me présenter un petit peu, je suis effectivement consultante en numérique responsable et consultante en RSE et je suis également auditrice pour Bureau Veritas pour les deux labels, Lucie 26000 et le label numérique responsable. Donc effectivement, j'ai travaillé avec plusieurs sociétés sur le sujet et j'espère pouvoir à travers ce webinaire faire comprendre l'importance du numérique. Ça part dans les émissions de gaz à effet de serre et puis également pouvoir vous communiquer des bonnes pratiques pour pouvoir mettre en œuvre simplement le numérique responsable. Voilà, donc je vais commencer la présentation. Alors, je vais aller sur ma présentation qui normalement est là. Vous la voyez ou pas? Vous la voyez ou pas? Pas encore. Non, pas encore. Donc, il faut que je réouvre le bac de partage. Alors, je l'avais déjà fait, mais du coup, ça a disparu. Donc, j'ai fait ouvrir le bac de partage. Et voilà, c'est bon, normalement. C'est parfait. Et je mets en mode plein écran. Voilà. Donc, le numérique responsable, de quoi on parle, les enjeux et les bonnes pratiques. Alors, si vous avez des questions, je vous recommande plutôt de les faire à la fin, puisque je vais parler j'ai à peu près 40 minutes, ce qui laisse assez peu de temps par slide, et donc je ne voudrais pas qu'on déborde trop. Donc voilà, je vais commencer comme ça. Déjà, qu'est-ce que l'empreinte carbone moyenne d'un Français ? Vous connaissez certainement la réponse, qui est d'ailleurs là affichée. On est à 10 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. 10 tonnes. Et il faut qu'on arrive à 2 tonnes. Voilà, 2 tonnes équivalent CO2 par an, c'est la quantité de gaz à effet de serre émise par personne dans un monde neutre en CO2. Et donc, c'est ce qu'on doit atteindre d'ici 2050 pour respecter les engagements de l'accord de Paris et limiter l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2 degrés. Et donc, on a des solutions pour ça. Déjà, la première bonne pratique, c'est déjà de savoir où on en est. Calculer soi-même sa propre empreinte carbone. Donc, vous avez des outils pour ça, des sites qui sont utiles. Vous avez nosgestesclimat.fr qui permet de calculer son empreinte carbone personnelle. Et vous avez aussi goodplanet.org, où là, c'est un site intéressant où on peut calculer assez simplement nos émissions par rapport au logement, par rapport à la voiture, par rapport à l'alimentation. Et le but, c'est vraiment de savoir où on se situe. Est-ce qu'on est en dessous des 10 tonnes de l'empreinte moyenne ou est-ce qu'on se situe en dessous? Et puis, l'idée, c'est de savoir surtout comment on va faire pour arriver à 2 tonnes et qu'est-ce qu'on pourrait changer pour arriver à ça. L'idée, c'est aussi, pour comprendre, c'est de participer, par exemple, à une fresque du climat. C'est comprendre les causes et les conséquences en jouant.
ou de participer à un atelier d'automne. Sur la fresque du climat, on est plus sur les causes et les conséquences CO2. Et en fait, sur l'atelier d'automne, on est plus sur des solutions, des actions que l'on pourrait prendre pour diminuer notre empreinte carbone. Alors, j'ai mis un petit slide pour se rendre compte de ce que c'était que 3 tonnes équivalent CO2. Qu'est-ce que c'est 3 tonnes? 3 tonnes, c'est très parlant. On voit que ça représente 10 000 km en avion. On voit aussi que c'est 18 000 km en bus ou que c'est 12 000 km en voiture. Et on voit l'équivalent aussi en euros, 5 000 € de vêtements, 5 000 € de meubles. Et puis 480 repas avec du bœuf. On voit que la viande rouge a un impact important par rapport au CO2. Voilà, donc ça, c'est des chiffres, c'est des données qui sont assez parlantes, je trouve, pour représenter ce que c'est que les tonnes équivalent CO2. On voit qu'on a un contexte réglementaire qui est de plus en plus prégnant. On voit qu'on a la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, en 2020. Alors, l'essentiel de cette loi, c'est vraiment de lutter contre l'obsolescence programmée, par exemple en obligeant les vendeurs d'équipements à afficher un indice de réparabilité des produits. C'est mettre l'économie circulaire au cœur des instances publiques. Et c'est faciliter les gestes de tri aussi en apposant un logo unique sur tous les équipements électroniques qui peuvent être triés. On a aussi la loi REEN en 2021 qui vise à réduire l'empreinte environnementale en France, qui vise à faire prendre conscience de l'impact du numérique, à sensibiliser dès le plus jeune âge à l'école, à limiter le gaspillage et à mettre fin à l'obligation de fournir des écouteurs, par exemple, lors de l'achat d'un smartphone. C'est vraiment prôner des usages numériques plus vertueux. Voilà, on a aussi donc la feuille de route numérique et environnementale du ministère de la Transition énergétique. Et puis, on a aussi une nouvelle norme AFNOR qui est dédiée à l'éco-conception des services numériques. L'ADEME vient de lancer un programme aussi qui est très intéressant qui s'appelle SONUM. Et les ambitions de ce programme, c'est de sensibiliser et former en direct, par exemple, 3 000 enseignants du supérieur, 2 000 ambassadeurs en entreprise, 650 ambassadeurs en collectivité. Donc, on voit que ce contexte réglementaire, normatif, devient de plus en plus important, prégnant et croissant. Alors, l'impact du numérique. On voit à travers cette infographie de Novetic, qui est un site que je vous recommande parce qu'il fourmille d'informations à la fois en termes d'articles et en termes d'infographie sur la RSE, sur le développement durable et bien évidemment sur le numérique. Donc, on voit que le secteur du numérique émet autant de CO2 que l'avion. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on voit qu'il a une croissance extrêmement rapide. Évidemment, ça va plus que doubler, plus que tripler dans les prochaines années. C'est sans cesse croissant. Donc ça, c'est important. Et ce qu'il faut voir, c'est que en fait, le numérique, voilà, la part du numérique vient essentiellement des équipements, de la fabrication des équipements. Voilà. On a le chiffre à la fin. La fabrication, c'est l'étape la plus impactante dans le processus. Il faut bien prendre en compte cette part fabrication par rapport à la part utilisation. La part utilisation, elle est moins importante. Donc en fait, quand on dit trier sa boîte mail, oui, c'est important de trier sa boîte mail, d'accord, mais en fait, le meilleur ordinateur, c'est celui qu'on n'achète pas. Il faut essayer de faire durer au maximum, par exemple, ces ordinateurs, ces équipements, et il faut essayer d'en acheter le moins possible. Voilà, donc c'est allonger au maximum la durée de vie des équipements, privilégier si on achète le matériel reconditionné. Alors oui, c'est possible, on dit souvent non, mais voilà, nous on a besoin de capacité, on a besoin de matériel ultra performant, mais en fait beaucoup de sociétés le font, et notamment dans l'IT. Voilà, j'étais en mission il y a 2 jours pour une société qui fait des développements et en fait, ils n'utilisent que du matériel reconditionné, du développement informatique, que du matériel reconditionné. Ils sont spécialistes en accessibilité et aussi bien pour les téléphones que pour les ordinateurs. Ils n'utilisent que cela et
En fait, la question, c'est de savoir si, les collaborateurs acceptent cela facilement. Et oui, en fait, oui, les collaborateurs, en plus dans cette société, sont plutôt jeunes. Ils ont on va dire, entre 25 et 35 ans. Et en fait, ce changement est vraiment très, très accepté. Au contraire, ils sont très moteurs dans ces usages. Ah oui, la face cachée du numérique, donc ça c'est une source de l'ADEME et on voit que 3 Français sur 4 ont un smartphone. Évidemment, c'est 95%, 98% des 16-24 ans. Et on voit qu'on a en moyenne 8,9 équipements par personne en 2021 en Europe occidentale contre 5,3 en 2016. Donc on voit bien l'idée de croissance exponentielle du numérique. Et on voit aussi que toutes les données transitent. 15 000 km, c'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique. Donc, on a le mail, on a le téléchargement, on a la vidéo, on a les requêtes web. Donc, c'est extrêmement important. En 2020, le numérique a produit 20 millions de tonnes de déchets en France, avec une empreinte de 16,9 millions de tonnes d'équivalent CO2. Là encore, la meilleure méthode pour se rendre compte, c'est l'ACV, l'analyse du cycle de vie, puisqu'on le prend depuis le départ jusqu'à la fin et il faut s'interroger sur tous les impacts du début jusqu'à la fin. Donc le début, c'est la fabrication. J'ai rappelé tout à l'heure que la fabrication, c'était vraiment l'impact le plus important. On a la distribution du matériel aussi, voilà, l'impact logistique. On a l'utilisation du matériel et puis il ne faut jamais oublier la gestion de la fin de vie parce que le numérique produit énormément de déchets également. Donc, on voit que 47% des gaz à effet de serre sont émis pour stocker la donnée, 28% pour faire transiter la donnée, 25% pour afficher la donnée. Et quand je parlais de la gestion de la fin de vie, par exemple, l'une des bonnes pratiques, j'en parlerai à la fin, c'est par exemple de faire recycler son ordinateur ou de lui donner une deuxième vie. En tout cas, il faut absolument y penser aussi dès le départ et aussi être dans la sobriété. Il faut d'abord s'informer pour combattre les idées reçues. Donc, participer à une fresque du numérique. J'ai parlé de la fresque du climat tout à l'heure, on a aussi la fresque du numérique. Vous avez plein de sources qui vous donnent des éléments intéressants. Par exemple, on a les guides ADEME. Voilà, on peut télécharger des outils. Par exemple, on a un quiz ludique intégré sur l'intranet. Tout ça, c'est en accès gratuit. On a des posters affichés dans les locaux, des newsletters qu'on peut envoyer à intervalles réguliers, un fond d'écran, un mémo. Voilà, je vous ai mis le lien. Donc, c'est Agir pour la transition de l'ADEME. On peut aussi suivre le MOOC de l'INR, l'Institut du numérique responsable. C'est un MOOC de sensibilisation. Là encore, c'est gratuit et c'est très intéressant. Et on peut même passer la certification à la fin. Vous avez soit un petit module de 30 minutes de sensibilisation qui est très bien. Et ensuite, vous avez des modules en fonction de ce que vous souhaitez approfondir ou alors suivre toute la série et évidemment passer la certification. On a aussi le MOOC Fun de l'INRIA. Et puis, j'ai mis également des liens pour mettre en place sa politique numérique responsable en entreprise. Donc, par exemple, vous avez une calculatrice numérique responsable. Là, j'ai mis aussi le lien. Nous avons le Winner, qui est un outil qui permet de mesurer l'empreinte de son système informatique et qui est libre d'utilisation. Et puis également les labels qui permettent évidemment de s'interroger à travers le référentiel sur tous ces impacts et surtout de se poser toutes les bonnes questions. Alors, dans les bonnes pratiques, en fait, il faut penser cycle de vie. Il faut utiliser responsable déjà. Donc, bien dimensionner les équipements selon les besoins, selon l'usage, ne pas trop
avoir et essayer que ça corresponde vraiment à l'utilisation. On ne va pas donner le même ordinateur à quelqu'un qui fait, par exemple, juste de la bureautique et puis à quelqu'un qui va faire du développement web ou de l'analyse de données. Il faut essayer de vraiment bien dimensionner. Il faut donc allonger la durée de vie des équipements. Donc, un matériel de qualité supérieure va durer plus longtemps. Donc, y penser quand on va acheter un ordinateur dès le départ, se dire peut-être que je peux mettre un petit peu plus cher, mais qui va durer plus longtemps. Privilégier aussi, là encore, on a des labels hein, comme Energy Star, par exemple, ou le label IPIT, qui vous permettent de faire le bon choix, justement, parmi ces matériels. Donc une bonne pratique, c'est aussi d'acheter des appareils reconditionnés, je l'ai rappelé tout à l'heure. Maintenant, on a de plus en plus de sociétés qui vous permettent d'acheter du matériel reconditionné qui fonctionne parfaitement bien. Et donc, ça permet d'avoir moins d'impact sur l'environnement. Donc, limiter le nombre d'imprimantes au strict minimum. Là, en fait, on est déjà dans beaucoup d'entreprises, on le fait déjà. On a une seule imprimante par étage. On limite les imprimantes aux données confidentielles. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'imprimer le moins possible. Mais là, sur ce terrain-là, on est plutôt bien. C'est une bonne pratique qui est assez bien adoptée. Donc, choisir des équipements labellisés ou certifiés, je l'ai dit tout à l'heure. Optimiser la taille des fichiers transmis en privilégiant toujours les liens, donc via Teams par exemple, ou via Filver, qui est un outil que je vous recommande, qui est très intéressant. C'est un outil gratuit de transfert de fichiers et qui ne stocke que temporairement les fichiers. Vous avez, je crois, 48 heures pour télécharger le fichier. Et à chaque fois, on a l'impact CO2 du transfert de fichiers. Donc ça, on envoie un lien et voilà, ça permet de transférer directement le fichier. Nettoyer ces données aussi, donc en ne stockant que le nécessaire pour alléger les data centers. Des data centers aussi dont on peut demander la politique RSE, bien sûr. Donc, on a de plus en plus de data centers qui deviennent green. On peut aussi organiser un challenge avec ses parties prenantes internes, voire en associant l'externe. Donc, par exemple, vous connaissez certainement le World Cleanup Day, qui est une journée dans laquelle on va aller ramasser les déchets autour de son entreprise, par exemple, avec les collaborateurs. Et en fait, on a la même chose avec le Cyber World Cleanup Day, qui consiste à créer un challenge où vous allez, dans l'entreprise, nettoyer vos données et avoir son impact à la fin. Qu'est-ce qu'on a eu comme impact en nettoyant toutes ces données sur le serveur, des fichiers inutilisés, des vidéos. Il faut y penser aussi quand on a une activité, sur les réseaux sociaux, par exemple. Si on a publié des contenus il y a 4 ans ou 5 ans, ils sont toujours là, mais c'est pas forcément utile qu'ils y soient. Donc se dire, on peut supprimer ces vidéos qui sont très lourdes, supprimer ces données. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'associer les parties prenantes externes aussi. Ça, c'est aussi tout le sens de la RSE, puisque la RSE, c'est le dialogue avec les parties prenantes aussi. Et donc, l'idée, c'est de challenger aussi ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires pour participer ensemble à cette action de Cyber World Cleanup Day. Alors, évidemment, on peut le faire soit la semaine même, ou parce que c'est un événement qui est national, mais on peut aussi décider de le faire à une date déterminée. C'est aussi viser la sobriété fonctionnelle. Donc, on avait dit penser cycle de vie, utiliser responsable. C'est viser la sobriété fonctionnelle, donc réduire les qualités d'image et de vidéo, s'interroger à chaque fois, est-ce que j'ai besoin d'avoir une telle résolution d'image ou de vidéo pour l'usage que j'en fais? Parce que plus la vidéo est lourde à charger, plus elle est impactante en CO2. C'est vider régulièrement le cache des ordinateurs, y penser. Et puis, c'est intégrer l'accessibilité web et applicative. Donc ça, c'est important aussi parce que quand on développe des sites Internet, quand on met en ligne des contenus, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Tous les types de handicap sont concernés et donc il faut vraiment y penser aussi dès le départ quand on conçoit même ces contenus, il faut penser accessibilité.
Et c'est aussi donc penser à la fin de vie responsable dès le départ, en donnant une deuxième vie aux appareils inutilisés, en faisant réparer, reconditionner. Alors sachez que le secteur adapté, donc c'est un secteur auquel je suis particulièrement sensible puisque j'ai travaillé dans ce secteur. Donc c'est à peu près 2000 entreprises en France dans le secteur du travail adapté et protégé. Ce sont des entreprises adaptées et des établissements de services d'aide par le travail. Voilà. Et certaines entreprises sont spécialisées sur le démantèlement des ordinateurs et également le reconditionnement, le fait de donner une deuxième vie. Par exemple, il y a une entreprise adaptée qui se trouve dans le secteur de Mantes-la-Jolie où on va récupérer les ordinateurs et puis les remettre à niveau et ils vont resservir pour des personnes, par exemple, qui sont en recherche d'emploi et qui n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur. Donc, c'est extrêmement intéressant. Puisque ces ordinateurs ont une deuxième vie. Voilà, j'ai peut-être été, est-ce que j'ai été un peu vite? Certainement, j'en suis où? Mais comme ça, on va avoir plein de temps pour les questions, donc c'est bien. Oui, j'étais un peu vite. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question dans le chat sur les data centers green. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et peut-être en citer quelques-uns? Oui, alors en fait, il faut s'intéresser au PUE. Voilà, c'est c'est un terme anglais, Power Usage Effectiveness. Et puis, il y a le Code of Conduct, le code de conduite donc, des data centers. Donc, c'est des data centers qui ont mis en place des bonnes pratiques pour stocker les données. Quel type de bonnes pratiques? Parce que c'est vrai que ça interroge. Qu'est-ce que peut faire un data center green par rapport à un autre, quoi? Sur quoi il peut agir? Alors, notamment sur le refroidissement, voilà, ou la réutilisation de la chaleur, par exemple. Alors, il y a une question sur le label numérique responsable. D'accord. En quoi consiste-t-il? Enfin, quel est, Alors là, on va laisser Adèle parler, du coup. Mais oui, c'est ce que je pensais. Peut-être qu'on peut, Adèle se prendre la parole et puis peut-être qu'on prendra les questions Ouais, au tout à global fait. tout à l'heure. Tout à fait, bah, comme ça va me permettre de parler du label, effectivement. Alors peut-être que je vais partager mon écran, comme ça je vais aussi Ouais, introduire un peu l'agence Lucie et pour le coup le label numérique merci. Ouais. responsable. Merci Adèle. Alors, hop. Je ne sais pas si vous voyez là. Parfait. C'est bon. Bon, super. Alors, hop, tac. Alors, pour déjà vous introduire un petit peu qui je suis avant de prendre la parole comme ça. Donc moi, je suis Adèle Poujol, je suis chargée de développement RSE à l'agence Lucie. J'ai aussi une autre casquette parce que j'anime une partie de la communauté Lucie en région. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer aussi des ateliers, des animations pour progresser sur des sujets numériques responsables ou RSE. Et donc, je suis à l'agence Lucie maintenant depuis un peu plus d'1 an. Et donc, l'agence Lucie existe depuis 2009 et dans nos activités, donc on est des gestionnaires de labels, effectivement, hein. Donc, on gère un certain nombre de labels qui sont nos propres labels, mais aussi des labels pour le compte de tiers. Donc, dans les labels, peut-être que vous connaissez parce que le label historique, le plus connu, c'est le label Lucie 26000. Donc ça, c'est vraiment notre propre label, un label aligné sur l'ISO 26000. Mais on gère aussi d'autres labels donc pour le compte de tiers, notamment le label numérique responsable, qui est un label qui a été développé donc par l'Institut du numérique responsable. Nathalie en parlait un petit peu avant dans sa présentation, qui est une association qui propose un certain nombre d'outils sur le numérique responsable, qui regroupe un certain nombre d'acteurs aussi sur le sujet. Et donc, ils ont décidé de lancer il y a quelques années un label et l'agence Lucie a récupéré donc la gestion de ce label.
On a d'autres activités, hein. On est aussi centre de formation, donc dédié à la RSE et thématique RSE. Donc, on va traiter des sujets très globaux, mais aussi très spécifiques, comme un certain nombre de formations sur le numérique responsable, sur l'éco-conception, sur comment on pilote aussi sa démarche numérique responsable. Et puis, notre troisième casquette, qui n'est pas pareil, une activité à but lucratif, mais qui fait partie vraiment de l'ADN Lucie, c'est la gestion d'une communauté d'acteurs engagés sur le territoire. Et donc vraiment l'idée donc de l'agence, c'est de proposer des solutions aux organisations de tout type, donc que ce soit des TPE, des PME, des gros groupes, que ce soit des administrations publiques, des associations ou des collectivités. Donc c'est de proposer une méthodologie clé en main pour progresser en RSE. Et du coup, on a aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a donc un parcours d'engagement avec plusieurs étapes à laquelle les organisations peuvent rentrer pour venir travailler sur des sujets soit numérique responsable, soit RSE globaux, sachant que le numérique responsable, hein, comme je pense vous l'avez bien en tête, est un volet de la RSE. En fait, ça va venir s'imbriquer aussi dans une démarche RSE parce que on va venir traiter de son impact environnemental lié au numérique. On va traiter aussi des questions sociales comme l'accessibilité liée au numérique. Et en fait, ça s'imbrique vraiment au sein d'une démarche RSE. On est vraiment dans quelque chose de global. Donc, l'agence Lucie propose des outils pour découvrir et s'inspirer en RSE, hein, des plateformes de bonnes pratiques, des outils de diagnostic. On a bien évidemment le centre de formation qui est Calliope, hein, donc parmi les participants, je sais qu'il y a plusieurs organismes de formation. Donc, on a vraiment un panel de formation à la carte pour pouvoir s'initier à la RSE, pouvoir développer des compétences plutôt techniques, pour pouvoir aller approfondir certains sujets, soit RSE, soit numérique responsable, hein. Et puis bien évidemment monter en compétences, et ce sont des formations qui sont ouvertes à des dirigeants d'entreprise, qui sont ouvertes aussi à des salariés, à des chefs de projet, à des indépendants. Donc pareil, encore une fois, la formation s'adresse à tout type de personnes physiques ou morales. Donc ça, c'est aussi pareil l'essence de Lucie. Et puis dans un troisième temps, une entreprise qui a envie, ou une organisation de se lancer dans une démarche RSE ou numérique responsable, on peut lui proposer aussi de se faire accompagner. Donc là, on va aller dans un niveau d'engagement un peu plus élevé. Et aujourd'hui, on a un réseau de consultants numérique responsable, donc experts et RSE, hein, dont Nathalie d'ailleurs fait partie, qui vont accompagner des entreprises pour venir structurer leur démarche, pour venir faire un état des lieux déjà des pratiques qui sont en place dans les organisations, et puis venir les aider à aller éventuellement vers une labellisation, et notamment donc vers soit un label généraliste RSE qui est donc le label Lucie 26000, mais aussi sur d'autres labels thématiques, dont le label numérique responsable, qui est un label effectivement aujourd'hui à 2 niveaux. Donc j'en dirai pas plus parce qu'on va effectivement faire un webinaire spécialement dédié au label de l'agence Lucie, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, et c'est important de bien comprendre la démarche, les avantages aussi pour les entreprises et comment ça se met en place très concrètement. Donc, il faut prendre le temps de l'expliquer. Donc, ça sera ça sera dans un second webinaire à la rentrée. Mais c'est déjà, je suis contente de savoir que vous avez déjà des questions parce qu'effectivement, c'est une méthodologie, pour vous en dire 2 mots, très concrète en fait, pour progresser sur le sujet, mettre en place des actions et venir aussi mesurer l'impact de ces actions. Et donc sur les labels Lucie numérique responsable ou les autres labels de l'agence, on a vraiment une méthodologie d'étapes et de progrès continu. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est que se labelliser, c'est aussi progresser, c'est de l'amélioration continue. Le numérique responsable, c'est de l'amélioration continue. La RSE, c'est de l'amélioration continue. C'est pas juste des notions de conformité ou non-conformité, c'est repenser son modèle, se remettre en question, tester des nouvelles pratiques, etc. Et puis, on vous faites pas ça tout seul, de toute façon, avec l'agence Lucie. Vous faites partie d'un réseau en fait d'acteurs. Une fois que vous vous engagez sur une démarche, vous faites vraiment partie d'un réseau qui est composé d'acteurs engagés sur des thématiques RSE. Sur toutes les thématiques, nous, on a vraiment aussi le cœur à faire travailler ensemble les organisations qui travaillent, qui sont labellisées Lucie 26000 ou qui sont en cours de labellisation, tout comme les organisations qui vont être sur le label Biodiversity Progress, comme les organisations qui vont être sur le label Envol, qui est un label environnemental pour les TPE-PME,
comme les organisations qui vont travailler sur le numérique responsable pour que chacun puisse s'apporter des choses et progresser tous ensemble. Et aujourd'hui, en 2022, la communauté Lucie a atteint plus de 1000 membres. Donc, on est vraiment très content voilà, d'avoir atteint aussi ce chiffre-là. Alors, sur les je sais pas, il y a une centaine de milliers d'entreprises en France, enfin, ou tout du moins peut-être 80 000 entreprises, c'est énorme. Donc, on est quand même loin d'une prise de conscience et d'une application par toutes, mais c'est quand même un très beau début. En France, on est assez pionnier sur ces questions-là, du numérique responsable et de la RSE. Et voilà, on espère avoir de plus en plus d'entreprises qui s'engagent sur ces questions-là. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est surtout important de travailler tous ensemble et de favoriser l'intelligence collective parce que les questions, les limites planétaires, les questions, les enjeux de développement durable, toutes ces questions-là, en fait, ce sont des enjeux collectifs. C'est ça à l'échelle générale qu'on arrivera à faire bouger les choses et une entreprise, à son échelle, peut mettre sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Et pour peut-être clôturer un peu mon intervention, avant de laisser la place aux questions, je voulais rappeler rapidement aussi pourquoi nous on intervenait lors de ce webinaire du CINOFDES. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais du coup l'agence Lucie est donc partenaire du CINOFDES depuis maintenant quelques années. On a travaillé ensemble justement sur un référentiel RSE spécialement dédié aux organismes de formation. Donc il y a un travail qui a été mené avec le CINOFDES et avec des organismes de formation pour proposer des déclinaisons sectorielles, donc du label Lucie 26 000. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir ensemble justement ces enjeux-là, ces pratiques-là, et d'aider aussi tout type d'organisation, mais certaines dans des secteurs d'activité spécifiques comme les organismes de formation, à avoir une méthodologie aussi qui s'adapte à leurs enjeux. Voilà un petit peu pour clôturer ça. Merci Adèle. C'est une belle mise en perspective. Effectivement, nous avions prévu un témoignage d'organismes de formation sur ce webinaire et on a jugé plus utile, plus pertinent de le faire justement sur une seconde séquence qui sera vraiment consacrée à ce processus de labellisation et on trouvait que c'était important d'avoir un témoignage d'organismes de formation engagés, labellisés, pour pouvoir aussi répondre à vos questions. Alors, j'ai une question dans la marge, enfin dans le chat, pardon, et puis j'en avais une aussi. Alors, dans le chat, là, il y a une question de Jean. Pourquoi est-il important de vider le cache de son navigateur, pardon? Et moi, j'en ai une peut-être plus large, Nathalie. J'aurais bien aimé peut-être avoir un retour justement d'expérience d'accompagnement des entreprises. Quels sont peut-être les freins que vous rencontrez, les freins les plus récurrents, et puis au contraire, les leviers de réussite, sur quoi finalement il est peut-être plus facile d'agir, par quoi on commence, est-ce qu'il y a des petits trucs, astuces, est-ce que vous avez des choses à nous proposer? Alors voilà. Par contre, on commence sur le numérique responsable. Alors bon, j'ai parlé un petit peu des bonnes pratiques. C'est vraiment, il faut repenser son usage des outils numériques. Il faut déjà utiliser sa boîte mail avec parcimonie. Il faut viser la sobriété fonctionnelle. Voilà, il y a des petits pas comme ça qu'on peut tout à fait faire dès le départ. Vous avez aussi beaucoup d'articles sur le sujet. Je vais citer la société avec laquelle j'ai travaillé il y a 2 jours, qui s'appelle Empreinte Digitale. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur le blog et ils ont écrit pas mal d'articles autour du numérique responsable, justement. Donc, par exemple, comment commencer à mettre en œuvre sa politique et comment diffuser des contenus accessibles aussi. Voilà, travailler vraiment sur l'accessibilité. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est une politique de petits pas. C'est un peu le principe aussi, comme dans le label, c'est d'y aller progressivement et surtout de s'interroger sur toutes les pratiques que l'on peut mettre en œuvre du début jusqu'à la fin. Alors dans les leviers, il faut rappeler aussi que avoir un label, c'est important, ça joue beaucoup dans une réponse à appel d'offres, par exemple. Voilà. Avoir un label, ça veut dire qu'on a structuré sa politique, qu'on a commencé à mettre en œuvre beaucoup d'actions et surtout qu'on peut le prouver
puisque par exemple dans le cas du label numérique responsable, il est audité aussi. Il y a à la fois la partie en amont où l'entreprise fait son auto-évaluation, et puis ensuite, elle va être auditée par un organisme, comme par exemple Bureau Veritas, mais il y en a d'autres aussi. Et donc, ça veut dire vraiment qu'on est allé jusqu'au bout de la démarche. Et vraiment, ce qui est important en matière de RSE comme en matière de numérique responsable, c'est d'impliquer toutes ces parties prenantes, les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Ça ne doit pas être une démarche descendante. Il faut que ce soit une démarche qui soit appropriée par tous. Voilà. Alors, il y a une question, ici, il y a beaucoup d'invités qui sont en organisme de formation, donc il y a une question sur le digital learning, puisqu'on est là dans le champ de la formation. Est-ce que vous avez, parce qu'évidemment ça utilise de la donnée, est-ce que vous avez des pistes à proposer sur le sujet? Est-ce que c'est un sujet qui devient prégnant en ce moment avec le développement du multimodal et du distanciel en formation? Oui, alors moi je ne suis pas experte sur le digital learning. Je pense que vous avez des adhérents certainement qui en savent beaucoup plus que moi sur le sujet. Donc peut-être que ce serait bien aussi de laisser la parole à quelqu'un qui l'a déjà mis en œuvre et qui a travaillé le numérique responsable sur le digital learning. Ce serait plus intéressant, je pense. Et en attendant que quelqu'un veuille bien prendre la parole, bien sûr c'est ouvert, je reviens sur la question d'Aurélie sur les caches. Pourquoi est-il important de vider le cache de son navigateur? C'est en termes de nettoyage de données aussi. Voilà, tout ça prend la place. Voilà. Jean-Marc, oui, vous êtes bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que c'est Jean-Marc Doucet? Oui. D'accord, qui m'a écrit un message sur LinkedIn pendant le webinaire, effectivement. Donc, pas de problème pour le support, Jean-Marc. Alors, attendez. Oui, les participants n'ont pas leur micro activé. Oui, mais je pense que Jade a dû ouvrir son micro. Je n'ai pas encore ouvert son micro, je le cherche dans la liste des participants. Voilà, normalement Jean-Marc peut s'exprimer maintenant. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Oui, c'est bien Jean-Marc Doucet. Oui, je vais me permettre, si vous voulez bien, d'essayer de vous éclairer, puisque je suis à la fois un consultant indépendant formateur, consultant formateur indépendant, spécialisé dans le e-learning, donc le digital learning, et je suis aussi labellisé numérique responsable de niveau 1 avec un score qui vaudrait le niveau 2, mais étant indépendant, là, c'est pas forcément très adapté. La procédure de contrôle du niveau 2 est pas très adaptée pour les indépendants. Bref, alors comment on peut se mettre des actions numériques responsables lorsqu'on fait du e-learning, de la formation à distance? Déjà, ça va passer, il y a une question, on a abordé tout à l'heure, sur ses hébergeurs, ses data centers. On va choisir un data center labellisé green. Donc, il y a tout un tas de labels et donc on va pouvoir avoir un choix plus responsable. On va regrouper ces sites sur le moins de serveurs possible. On va essayer de regrouper les serveurs. Vaut mieux un serveur un peu plus gros que plusieurs petits serveurs. Donc, on va avoir une action à ce niveau-là. Après, on va avoir aussi des actions sur la conception des contenus, où on va, par exemple, ce qui est mon cas, supprimer les vidéos, parce que les vidéos sont très consommatrices, et puis très émettrices de gaz à effet de serre. Donc, on va mettre du texte et des images plutôt que des vidéos. Sur les images, on va travailler à ce que les images soient accessibles avec des balises alt qui expliquent pour les personnes qui ont du mal à les voir ou qui utilisent des lecteurs d'écran. Donc, on va avoir un gros travail par rapport à l'accessibilité des contenus et on va avoir un travail par rapport à nos contenus pour les rendre les plus sobres possibles. Une fois qu'on a fait ce travail sur son infrastructure, donc ça c'est assez simple à faire,
Le travail sur les contenus, ça va. C'est le travail sur l'accessibilité qui est le plus lourd, parce que si vous avez des vidéos interactives pour les rendre accessibles, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est nécessaire, même si vos stagiaires, vos participants, a priori, n'ont pas de problème d'accessibilité. Mais bon, il faut le faire, c'est bien, ça fait partie de notre façon de travailler. Et puis, si vous êtes dans une démarche Calliope, donc un référentiel de qualité, le fait d'avoir des contenus accessibles, le fait d'utiliser un LMS accessible, ça facilite grandement les choses, hein, je vous assure. Moi, mon LMS, j'utilise, pour pas le citer, pour le citer, c'est Moodle, c'est un outil open source qui est complètement accessible et qui permet de gérer également le RGPD. Un autre volet du numérique responsable, la partie protection de données, la partie accessibilité. Donc tout ça, ce sont des champs dans lesquels nous, concepteurs pédagogiques, on doit s'investir pour produire des modules de formation en ligne qui soient le plus numérique responsable possible. Et c'est faisable. C'est faisable. Voilà. Oui, parce qu'il faut rappeler, merci Jean-Marc, il faut rappeler aussi que l'accessibilité, ça concerne 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Donc, c'est très important que tous les contenus soient accessibles. C'est très important d'intégrer l'accessibilité tout au long des projets web et applicatifs, de faire auditer son site, d'effectuer les corrections qui sont nécessaires et de se former. Voilà. Et pour terminer sur l'accessibilité, oui, le handicap et le e-learning, il existe des outils qui permettent effectivement d'auditer votre LMS. Et si vous utilisez le LMS Moodle, on a des outils qui permettent d'auditer et de mettre à jour vos contenus automatiquement. Merci beaucoup pour ces éclairages en impro, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner de leur expérience? Merci Adèle d'avoir répondu en direct à une question d'un auditeur sur comment rejoindre le réseau de consultants Lucie. Donc Adèle nous a indiqué dans le chat, pour ceux qui sont intéressés, il y a des webinaires d'information. Adèle, est-ce que vous voulez dire 2 mots sur justement l'accès à ce type d'information? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose beaucoup et qu'il y a des expertises par chacun qui peuvent rentrer aussi dans le cadre soit des programmes RSE, soit des programmes numériques responsables. Donc effectivement, nous, on travaille beaucoup avec un réseau de partenaires à l'agence Lucie. Nous, on est en interne une petite équipe, on est vraiment une équipe à taille humaine, mais c'est aussi vraiment le réseau qu'on a qui fait qu'aujourd'hui, Lucie est ce qu'elle est. Et sur les parties accompagnement opérationnel des organisations, on a tout ce réseau de consultants. On a aujourd'hui à peu près 200 consultants sur toute la France qui ont leur casquette soit numérique responsable, soit RSE, soit en vol, donc environnement, et qui sont où il y en a qui font les deux, comme Nathalie par exemple. Et vous pouvez du coup candidater pour vous faire référencer. Donc, on explique tout lors de webinaires qui sont une fois toutes les 2 semaines en visio, et on explique voilà les critères pour être référencé consultant,